Comme Hicham vient de le préciser, j'avais prévu, à la demande de Nachez, de faire une communication en langue arabe. Le texte en langue arabe est rédigé, donc il sera publié, je suppose, sur le site de Nachez en langue arabe, et il y aura donc ici l'enregistrement de l'intervention en langue française. Alors, l'objet de mon intervention, c'est l'islam politique, la gauche et la démocratie en Tunisie. Ce n'est pas d'une façon générale, même si mon propos va partir d'un constat que ce que je vais dire pour la Tunisie, on le retrouve un peu dans d'autres pays, que ce soit des pays à majorité islamique, où je me suis rendu, comme la Turquie, l'Indonésie ou différents pays arabes, ou des pays aussi où il y a des minorités musulmanes importantes et qui sont victimes de différentes formes de discrimination. Donc, les rapports entre la gauche et l'islam politique dans ces contextes différents ont subi l'impact de deux attitudes. La première, c'est l'opposition idéologique, l'hostilité due à l'opposition idéologique. Et la deuxième, c'est le populisme et les attitudes politiciennes à court terme sous l'effet du populisme. Pour ce qui est de l'impact de l'opposition idéologique, du côté de l'islam politique, l'hostilité a été et reste liée à la considération de la gauche comme une pensée et un courant politique qui n'est pas authentique, qui est déraciné, qui est l'un des avatars de la domination coloniale, de la domination culturelle de l'Occident, et ajoutant à cela, avec beaucoup de confusion, ils sont laïcs, donc athées. Donc avec une confusion entre les notions de laïcité et d'athéisme d'État ou d'athéisme militant. Voilà du côté le fondement de l'hostilité de l'islam politique à l'égard de la gauche. Du côté de la gauche également, il y a la même hostilité et qui part de la considération que l'islam politique fait partie de l'idéologie dominante, de l'idéologie de classe dominante, de la mystification par laquelle les classes dominantes détournent la classe ouvrière et les couches populaires opprimées de la vraie conscience de leurs conditions d'exploiter, d'opprimer, et les détournent donc de la voie par laquelle ils peuvent, la classe ouvrière peut se libérer de cette aliénation, c'est une forme d'aliénation, peut se libérer de cette aliénation et libérer avec elle l'ensemble de la société et de l'exploitation de l'humain par l'humain. Le débat idéologique a été longtemps dominé par ces deux visions, donc de la gauche par l'islam politique et de l'islam politique par la gauche, et cette attitude ne pouvait conduire qu'à des rejets réciproques, une hostilité réciproque
Pour ce qui est du populisme et des attitudes dictées par les calculs à court terme, ils ont poussé dans le sens inverse. Et je vais commencer par la gauche, qui a été souvent, sous l'effet du populisme, amené à jouer. S'il y avait quelque chose pour l'opposer, parce que voilà, voilà. Si c'est pour l'enregistrement en fait. Non, ça ira. Ok. Bon, alors tant mieux. J'ai dit du côté de la gauche, il y a eu toujours cette attitude qui consiste à vouloir tirer le tapis sous les pieds des islamistes. Mais ce n'est pas seulement la gauche qui a joué à cela, avec le risque de se prendre les pieds dans le tapis. Ce qui est arrivé très souvent. Et de ce point de vue-là, a caressé dans le sens du poil les sentiments religieux populaires, a adopté certains slogans de l'islam politique dans l'espoir de devenir populaire, pour faire la jonction avec les masses populaires. Certains ont poussé cette logique encore plus loin jusqu'à essayer de contracter, certains disent des alliances, d'autres non, c'est simplement des accords ponctuels, des accords tactiques, des rencontres, des coalitions ponctuelles avec telle ou telle fraction de l'islam politique pour affronter ensemble les dictatures et les systèmes despotiques autoritaires en place. Dans cette démarche, certains sont allés encore plus loin jusqu'à occulter, taire, voire renoncer à ce qui, dans les conceptions théoriques, les convictions fondamentales, les traditions de la gauche, qui pourraient gêner de tels rapprochements et qui pourraient aller à l'encontre des exigences de cette tactique populiste, j'ai appelé ça le populisme. Du côté de l'islam politique, de ce que j'en sais, et ça fait presque 40 ans que je fréquente les textes de l'islam politique, les textes théoriques comme les textes politiques, le populisme est une constante. Ce n'est pas quelque chose d'étranger à la pensée de l'islam politique. Et ce populisme les amène souvent à se moquer des concessions faites par la gauche, à en rire, mais dans certaines circonstances, à considérer que ça peut être un moyen pour d'éventuels accords, coalitions, alliances. Je vous laisse le choix parce que chacun, quand il explique, il présente cela, il préfère tel ou tel terme. Un moyen d'acquérir une certaine crédibilité, pas auprès de la gauche
parce que pour eux, ça ne pèse pas très lourd dans les sociétés musulmanes, mais auprès de milieux qui les intéressent plus que la gauche, que ce soit à l'intérieur ou à l'échelle internationale, auprès d'États dont ils ont besoin, que ce soit pour avoir l'asile politique, pour avoir le soutien, leur soutien contre la répression dont ils ont fait l'objet, ou pour se faire accepter comme une alternative en cas de besoin aux dictatures en place. Une alternative crédible. Si on travaille avec des communistes athées, laïques, comme la gauche, dans les pays musulmans, c'est qu'on peut travailler avec des gens avec lesquels on n'a pas une telle opposition. Et il faut dire que si du côté de la gauche, cette attitude dictée soit par le populisme, soit par des calculs à court terme, n'a pas été payante jusqu'à maintenant, du côté de l'islam politique, elle a été payante. Et ils ont réussi à s'imposer, notamment ceux qu'on présente comme les composantes modérées de l'islam politique, comme une alternative possible aux dictatures, aux régimes autoritaires dans les pays musulmans, voire à se faire admettre comme des forces démocratiques qui se sont converties à la démocratie. Alors j'arrive maintenant à la Tunisie, parce que là c'est général, global. En Tunisie, l'histoire des relations entre la gauche et l'islam politique remonte à la fin des années 60, au début des années 70, lorsque la gauche était la principale opposition au régime et les islamistes venaient de constituer les premières associations de préservation du Coran. En tant, pas comme mouvement politique, comme mouvement apostolique, da'awi, haraka da'awiya. Œuvrant à travers les mosquées, œuvrant à travers les associations de préservation du Coran, apprentissage du Coran à des enfants, et à travers deux publications publiées sur les presses du parti du pouvoir, Al-Ma'rifa, la connaissance, et Al-Mujtama', la société. Et pour celui qui se donne un peu la peine de lire ces deux organes, il verra que, certes, l'orientation apostolique, elle est dominante dans ces revues. Mais il n'y a pas que la dimension apostolique, il y a des orientations politiques critiquant un peu les aspects trop modernes, trop séculiers de la politique de Bourguiba. Mais ça, c'est secondaire. Le principal objectif de cette orientation politique, c'était la gauche. Athée, communiste, et cette orientation profitait de la réorientation de la politique du pouvoir à cette époque-là, avec l'abandon de l'option, entre guillemets, socialiste de l'époque de Ben Salah, d'une part, et aussi avec l'accès de Mohamed Mzali au ministère de l'Éducation nationale, une orientation de tentative de réconciliation de la Tunisie avec son identité arabo-musulmane, avec, entre autres,
une réforme des programmes de l'enseignement, la réforme, la politique de Mohamed Messaoudi, donc a été petit à petit mise à l'écart pour être remplacée par la politique de Mohamed Mzali. Et donc, à la faveur de cela, la gauche était l'ennemi commun des deux, que ce soit sur l'orientation économique et sociale devenue libérale du pouvoir et avec laquelle les islamistes n'étaient pas en désaccord, ou cette réorientation culturelle de l'identité culturelle de la Tunisie, donc qui leur a permis précisément de servir de soutien idéologique au pouvoir qui n'avait pas dans sa répression, son hostilité à la gauche était plus policière et politique qu'idéologique. L'apport idéologique, ça va venir du côté des islamistes. Du côté de la gauche, elle voyait dans cette orientation de l'islam politique naissant en Tunisie une confirmation de sa vision de l'islam politique comme une partie de l'appareil de domination de classe tel que l'identifie donc la gauche par rapport à tous les mouvements religieux et pas seulement par rapport les mouvements, ce qu'on appelle l'idéologisation de la religion en contact avec la modernité. Et du coup, l'hostilité de la gauche tunisienne par rapport à l'islam politique était plus marquée que celle de la gauche au Moyen-Orient vis-à-vis de l'islam politique. Où, au Moyen-Orient, il y avait déjà, depuis les années 70, des rencontres entre l'islam politique et la gauche. Rencontres allant jusqu'à, dans le cas iranien, le soutien à la révolution iranienne et à la République islamique iranienne et à la politique donc de la République islamique iranienne. Ce qui, dans la gauche en Tunisie, n'a pas eu lieu en raison, de l'attitude du lien entre le pouvoir et l'islam politique dans les années 70 contre la gauche, et d'autre part, en raison du soutien apporté par les islamistes tunisiens à la révolution islamique en Iran, à la République islamique en Iran, et au revirement de Khomeini contre ses alliés de gauche et ses alliés démocrates, une fois installés au pouvoir. Alors, très important de dire que par rapport, je donne un exemple de rapprochement au Moyen-Orient entre l'islam politique et la gauche, les fameux Moujahidin Khalq, Moujahidi Sha'b, en Iran, qui sont allés jusqu'à adopter une partie du programme de Khomeini et du discours idéologique de l'islam politique, en remplaçant parfois le prolétariat par les mustad'afis, les affaiblis, hein, les opprimés, etc. Et des deux côtés, il y avait un courant à l'intérieur de l'islam politique iranien aussi qui essayait des tentatives dans ce sens-là. Ceci n'a pas marché en Tunisie jusqu'aux années 80. Dans les années 80, après ce qui s'est passé à Gafsa en janvier 80, après la répression, Bourguiba a réagi par une certaine ouverture pour résorber la colère, comme c'est le faire Bourguiba, résorber la colère et éviter que le rejet du régime n'aille pas jusqu'à cette extrémité qui à ce rejet radical qui s'est exprimé à travers la prise de Gafsa par un commando venant de Libye via l'Algérie. Cette politique d'ouverture s'est faite sous la conduite de Mohamed Mzali,
qui est en rapport avec l'islam politique naissant. Et l'un des effets de la révolution iranienne et de l'avènement de la République islamique d'Iran, c'est que l'islam politique naissant va se transformer en parti politique, en mouvement politique, en créant le mouvement de la tendance islamique. Et avec l'idée que la situation est aujourd'hui mûre pour appliquer le programme politique de l'islam politique. On passe de l'étape apostolique à l'étape politique de la préparation de la prise du pouvoir. Lisez les textes fondateurs du MTI. Désormais, on ne cache pas que ce qu'on veut, c'est un État islamique. Comme en Iran. Il y a un article de Rachid Ghanouchi dans le Ma'rifa de cette époque-là. Les leaders de l'islam politique contemporain, Mawdoudi, l'indo-pakistanais, Hassan al-Banna et Khomeini. Donc, c'est clair, l'orientation. Ce qu'on veut, c'est un État islamique. Ce qu'on veut, c'est l'application de la charia interprétée comme étant une loi divine valable pour tous les lieux et pour tous les temps. Ce qu'on veut, c'est réconcilier la Tunisie avec son identité islamique. Et donc, ça devient la bascule dans l'opposition au régime de Bourguiba. Et ce basculement va engendrer des clivages dans tout le paysage politique en Tunisie. D'abord, au sein de l'islam politique lui-même, il y a une tendance qui va refuser cette évolution et ce discours, dont 1521 autour d'Ahmed al-Naïfar et Salah ad-Din al-Jourchi. Mais pas seulement. Hizb al-Tahrir al-Islami apparaît pour la première fois sur la scène politique en Tunisie avec cette évolution. Au sein du régime lui-même, il y a Mohamed Mzali qui essaye de temporiser pour permettre aux islamistes de se constituer en tant que force politique sur laquelle on peut s'appuyer pour sauver le régime. Mais il y a les bourguibistes éradicateurs, à la tête duquel on trouve Mohamed Mzali, qui était dominant, Mohamed Sayah, qui était dominant au sein du parti et qui ont fini par évincer Mohamed Mzali et par donc passer à la répression de l'islam politique. Au sein des oppositions, y compris la gauche, également on va assister à un clivage. Jusqu'à maintenant, la gauche rejetait, toute la gauche rejetait l'idée d'une alliance avec l'islam politique. La transformation de l'islam politique naissant en mouvement d'opposition a été perçue pour certains comme un renfort à l'opposition contre le régime. Et un renfort avec lequel il faut compter. D'autres ont considéré, ont vu l'aspect danger pour les acquis modernes de la Tunisie, pour les acquis séculiers de la Tunisie, et pour la gauche, en s'inspirant, d'ailleurs, en s'appuyant sur ce que s'est passé en Iran. Regardez ce qui s'est passé en Iran, on ne peut pas leur faire confiance. Certains, de ce point de vue, sont allés jusqu'à adopter une position éradicatrice, y compris en prenant l'alliance avec le pouvoir contre les islamistes. Entre les deux ennemis, il y a un ennemi principal, c'est la régression que représentait par l'islam politique, le projet islamiste. Plus que le pouvoir il est moderne. Et souvent, les islamistes, quand ils parlent, ils réduisent la gauche à ces deux attitudes. Or, il y a eu, dès le début des années 80, une troisième attitude disant que, j'ai un texte là qui date de 84, que j'ai rédigé moi-même, donc publié le 17 août 1984, qui dit
Pas de concession idéologique aux islamistes. Il faut continuer à combattre leur projet politique. On ne l'accepte pas. Leur projet politique, il est aussi dangereux pour l'avenir de la Tunisie que la dictature. Mais pas de polarisation. On n'a pas à se mettre derrière le pouvoir contre les islamistes ou à se mettre derrière les islamistes contre le pouvoir. Le refus de la polarisation constitue un pôle indépendant, alternatif aux deux, sur la base du soutien aux islamistes en tant que victimes de la répression, mais pas d'alignement sur l'opposition politique, les combattre sur le plan politique. Le texte, il est devant moi. Pour défendre les acquis séculiers et modernes de la Tunisie, la meilleure position est de permettre à tous les courants, je regarde, permettre à tous les courants politiques et de pensée, qu'ils soient laïcs, athées, religieux, et quelle que soit la lecture de la religion adoptée, d'exprimer leur choix, et le pouvoir peut intervenir en tant qu'option d'idée, en tant qu'orientation, mais pas pour réprimer, pour empêcher qui que ce soit de s'exprimer. Donc, il y avait, depuis le début des années 80, une tendance au sein de la gauche qui considérait qu'il ne faut pas, qu'au nom du soutien aux islamistes en tant que victimes de la répression, on arrête le combat contre leur projet politique et contre leur pensée. Et qu'il faut refuser cette polarisation où le pouvoir ou les islamistes et œuvrer pour la création d'un autre pôle. Voilà la transformation du mouvement islamiste naissant d'un mouvement apostolique à un mouvement politique, ce que ça a engendré au niveau de l'islam politique, au niveau du pouvoir, comme au niveau des oppositions et au niveau de la gauche. Ces clivages vont s'approfondir, se cristalliser au fur des années, j'ai envie de dire, jusqu'à la Révolution, jusqu'en 2010-2011. Et avec parfois des changements. Je donne un exemple. Le pacte était contre l'alliance dans les années 80 et les années 90 avec les islamistes. Et lui, il va adhérer au 18 octobre. 18 octobre. Le Parti communiste était dans les années 80, les années 90, plutôt pour une entente avec les islamistes contre le pouvoir, et qui, quand il y aura le 18 octobre, va changer de position. Donc il y a des évolutions, mais toujours dans le même sens. Du côté des islamistes également, les clivages au niveau de l'ensemble de l'islam politique, comme au niveau de MTI devenu Nahda à partir de 89, lorsque Ben Ali leur a imposé de changer de nom s'ils veulent être reconnus comme un parti politique. Au sein de Nahda également, les clivages qu'on retrouve au niveau de l'islam politique en général, on les retrouve au sein de Nahda. Entre ceux qui sont proches des salafistes, prônant toujours l'État islamique et l'application de la charia, plus tout ce qui va avec. Mais aussi entre ceux qui sont plus sur une adaptation de l'idéologie des frères musulmans à la manière dont l'a fait l'AKP ou le PJD au Maroc et les différents PJD à travers les pays musulmans, parce que dans tous les pays musulmans vous avez des PJD, l'équivalent de l'appellation Hizb al-Adala ou al-Tanmiya, je l'ai retrouvé en Indonésie, je l'ai retrouvé un peu dans tous les pays musulmans, et le modèle c'est l'AKP en Turquie. Donc voilà, avec l'idée c'est
des démocrates conservateurs à la manière des démocrates chrétiens en Europe. Donc il y avait une évolution des gens à l'intérieur. Et à l'intérieur, il y a des gens qui vont jusqu'à ceux qui étaient représentés dans le collectif du 18 octobre, notamment à Paris, plus qu'à Tunis. Il y a une différence. Parce qu'à Paris, le caractère politique du 18 octobre est plus affirmé qu'à Tunis. C'était notre voie vers la démocratie. Le 18 octobre, l'alliance du 18 octobre, c'est notre voie vers la démocratie. Et donc, dans notre voie vers la démocratie, l'islam politique en fait partie. Hichem vient de parler du séminaire qu'on a organisé il y a 2 semaines, je crois, à Paris. Et effectivement, donc on a vu le clivage de perception du 18 octobre entre Paris et la Tunisie. Donc il y a toutes ces tendances, avec certains allant jusqu'à signer des textes sur l'égalité, sur les rapports entre le politique et le religieux, sur la répudiation de la violence comme moyen d'accéder aux politiques. C'était très important. Donc je reviendrai à cette question de la démocratie dans l'alliance entre la gauche et les malentendus là-dessus, entre la gauche et l'islam politique. J'y reviendrai à la fin. Donc, les clivages, aussi bien au sein de Nahda que en dehors, dans toute la mouvance, se sont aggravés, même avec le développement encouragé par Ben Ali, qui croyait que les mouvements apostoliques salafistes étaient apolitiques et on pourrait compter sur eux pour affaiblir le poids politique de Nahda. Et il s'est avéré que ils étaient Slimane, c'était ces mouvements-là que lui il croyait non violents, apolitiques, et ils étaient beaucoup plus radicaux donc que Nahda elle-même. La situation, j'ai dit, elle a perduré avec les clivages que je viens, même si il y a eu des changements, comme j'ai dit tout à l'heure, par rapport au Parti communiste et le POCT, par exemple, en Tunisie, mais au sein de Nahda également, on ne sait plus, à un certain moment, on ne savait plus qui était pour le collectif du 18 octobre, qui était contre. Moi, je me souviens d'une discussion publique avec Amr Al-Arayed à Paris. Quand je lui dis, il m'a dit, nous, on n'a jamais parlé d'État islamique. Je lui dis, vous n'êtes pas crédible, monsieur, quand vous me dites, vous n'avez. Et je lui sors Rachid Al-Ghanouchi, les libertés publiques à l'ombre de l'État islamique, dont le modèle est le Soudan, du général Bachir. Je lui dis, écoutez, excusez-moi, vous n'êtes pas crédible. C'est comme si moi, je vous dis, je suis pour les droits de l'homme, mais je n'ai jamais parlé de dictature du prolétariat. Vous avez le droit de douter de la crédibilité de mon discours. Si je vous dis ça. Donc, et là, il m'a dit, mais Rachid Al-Ghanouchi, il ne nous représente pas. Je lui dis, quand vous l'écrivez publiquement, Amr Al-Arayed, je lui ai rappelé l'autre jour. Donc, je lui dis, quand vous l'écrirez publiquement, moi je pourrais en tenir compte. Mais vous me le dites en catimini, vous ne l'avez même pas dit en public, là aujourd'hui, dans la conférence, vous n'avez même pas osé dire publiquement que Rachid Al-Ghanouchi ne vous représente pas. Ne grâce pas trop, Chérif, parce que tu disposes encore d'un quart d'heure seulement. Ah non, je termine dans un quart d'heure. Ok. Donc c'est très important de... Alors, vient la révolution, et pour aller plus vite, la révolution va bouleverser tout. La donne va changer. Oui, j'allais ajouter quelque chose par rapport aux islamistes. Pendant que certains islamistes négociaient avec l'opposition et la gauche dans le cadre du 18 octobre, d'autres maintenaient des liens avec Ben Ali pour une réconciliation via différents vecteurs, dont Sakhr al-Matr, dont les pays du Golfe, dont certains pays de la communauté européenne et les États-Unis d'Amérique, via Radwan Masmoudi. Avant Radwan Masmoudi qui a créé le centre de l'islam et de la démocratie, centre d'études de l'islam et de la démocratie, qui était, donc il y avait, je me suis retrouvé une fois par hasard au Maroc et j'ai assisté à une réunion où j'ai découvert des figures qui étaient là et
Ils étaient surpris de ma présence parce que j'ai un ami marocain qui m'a dit viens, il y a une réunion à tel hôtel, est-ce que tu veux venir assister? Pas de digression. Oui, mais pour dire que du côté de l'islam politique, on ne mettait pas tous ses œufs dans le même panier. Voilà. Donc, certains continuaient des alliances avec le pouvoir, des moyens de retisser les liens avec le pouvoir, d'autres avec la gauche et l'opposition démocratique, d'autres donc avec les salafistes et les plus radicaux. Bon, j'arrête la digression. J'ai dit, intervient là-dessus la révolution. Avec la révolution, il y a eu libération de tout ce qui était étouffé sous Ben Ali. Et tout le monde a découvert l'importance du phénomène salafiste. Hizb al-Tahrir al-Islami qui sort de la clandestinité, les mouvements salafistes qui sortent de la clandestinité, qui récupèrent des mosquées, qui investissent les espaces publics, et l'un des premiers surprises, c'est Naf, qui a vite changé de discours. Au début, cette révolution est une révolution démocratique, on ne veut même pas se présenter aux élections pour ne pas contrarier le processus des transitions démocratiques. Puis ils ont vu que s'ils maintiennent cette position, ils vont laisser le terrain libre aux salafistes et Hizb al-Tahrir al-Islami. Ils vont leur laisser le monopole de la revendication de l'État islamique, de l'application de la charia et de la récupération des mosquées auprès des imams de Ben Ali et du ministère des Affaires religieuses. Ils ont décidé de prendre leur part dans cette affaire-là. Et donc, tous les textes, et ça, Kamel Jendoubi l'a affirmé la dernière fois, tous les textes concoctés dans le cadre du collectif ont été oubliés par Allah. Alors, les islamistes disent, mais on les retrouve dans la Constitution. On les retrouve dans la Constitution, pas par la grâce des islamistes, qui ont proposé d'autres projets de Constitution, et il a fallu la mobilisation de la société civile, et il a fallu ce qui s'est passé en Égypte, pour qu'ils comprennent qu'il faut il y a autre chose dans la société tunisienne avec laquelle il faut composer que les salafistes et que Hizb al-Tahrir al-Islam. C'est très important de rappeler cela. Du coup, donc, du côté de la gauche, les divisions ont continué comme auparavant, voire se sont aggravées. Et on a découvert que Nava a mis à la place des alliances du 18 octobre d'autres alliances en sourdine avant les élections de la Constituante et consacrées publiquement par la Troïka après les élections de la Constituante. Ceci a continué jusqu'aux élections présidentielles et législatives, pour ne pas trop... Et du côté de la gauche, c'est cette incapacité. On n'a pas tiré ni les leçons du 18 octobre, ni les leçons de ce qui s'est passé pendant la Révolution et pendant toute la période de la préparation de la Constituante. On a cru à un certain moment, avec les élections de 2014, que le Front populaire va incarner un espoir de renaissance de la gauche et d'unification autour de la victoire, entre guillemets, électorale du Front populaire. Et en fait, on se rend compte que les mêmes divisions continuent, comme auparavant. On se retrouve pour les enterrements, comme hier, pour tout le monde, il est là. Ahmed Ibrahim hier, Ouled Ahmed avant, Nouruddin Belkhidr avant. Quand on se retrouve là, on a l'impression qu'on est tous la même famille, mais quand il s'agit du politique, ou même dans le travail syndical, je discutais avec un syndicaliste la semaine dernière, il me dit, on est en train de perdre les positions syndicales qu'on avait conquises dans les années 70 et dans les années 80, et aujourd'hui on va se retrouver minoritaire comme auparavant. Donc, pourquoi? Parce qu'on n'arrive même pas au niveau syndical à s'entendre comme on a réussi à le faire à un certain moment. Voilà un peu. Alors, en conclusion, je voulais dire que la rencontre entre l'islam politique et la gauche s'est faite sur le terrain de la démocratie. La démocratie qui ne fait partie ni du patrimoine de la gauche, ni du patrimoine de l'islam politique. Il faut dire les choses clairement.
Non, non. Voilà. Oui. Donc, du côté de l'islam politique, œuvrer pour un État islamique, pour l'application de la charia, pour la réconciliation de la société avec son identité islamique, et tout ce qui va avec, du coup, tout cela n'a rien à voir avec la démocratie. L'islam politique est comme le christianisme politique, comme toutes les réactions par idéologisation de la religion à la modernité, c'était le rejet de la démocratie, comme étant l'hérésie des temps modernes, disaient les chanteurs de l'islam, du christianisme politique au 19e siècle. C'est l'hérésie du 20e siècle. Les droits de l'homme, c'est contraire aux droits de Dieu jusqu'à Vatican II. Donc tout cela, bon, c'est pas ni dans la pensée, ni dans la pratique, ni dans les traditions de l'islam politique. Mais du côté de la gauche aussi. Il faut qu'on le dise. La gauche œuvrait pour la dictature du prolétariat. Du moins la gauche, sa tendance marxiste qui était dominante. C'est la dictature du prolétariat. Les droits de l'homme, c'est les droits de l'homme bourgeois. Et la critique du droit de l'homme dans la question juive par Karl Marx, c'était notre référence. C'était notre référence. On est venu au droit de l'homme par glissement et sans remise en cause de ce qui, dans notre pensée, dans notre tradition, dans nos référentiels, qui contredisait les droits de l'homme et la démocratie. Donc, les deux tendances qui ne viennent pas de cet horizon-là démocratique se rencontrent sur le terrain de la démocratie, mais se retrouvent sur le terrain de la démocratie en faisant de la surenchère les uns sur les autres. La gauche dit aux islamistes, vous ne serez démocrate que lorsque vous renoncez à l'État islamique, que lorsque vous renoncez à la charia, que lorsque vous vous démarquez des fondamentaux des frères musulmans et ils ont raison de le dire. Qu'est-ce que ça veut dire la démocratie en revendiquant un État qui discrimine les sexes, qui discrimine les citoyens sur la base de leurs convictions et qui veut éjecter tous les référents modernes du droit. Le droit positif, il faut le rejeter. Les déclarations universelles relatives aux droits humains, non, c'est contraire à notre tradition. Et donc, même quand on fait des concessions, on dit il faut les concilier avec l'islam. La condition, j'ai fait une lecture critique de la déclaration islamique des droits de l'homme et la déclaration arabe des droits de l'homme. Tout est accepté à condition que ce soit compatible avec la charia. Tout est accepté. Tous les droits à condition que, on ajoute toujours, dans le cadre de la charia. Donc mais c'est ça. Et donc, ils ont raison de le dire. Mais quand même, pour être crédible, il faut aussi balayer devant sa propre porte. Et du côté de la gauche, on n'a pas fait ce travail-là. Du moins, la majorité de ceux qui représentent la gauche aujourd'hui n'ont pas fait ce travail de remise en cause des référentiels traditionnels de l'horizon dont on est venu. Et il me semble aujourd'hui que pour la gauche, il faut qu'il renonce à cette opposition entre ce qu'on appelle droit égalité et droit liberté. Entre liberté, parce que ce qu'on contestait dans les droits de l'homme, c'est surtout les libertés bourgeoises, les libertés formelles. Mais on insiste beaucoup sur les droits socio-économiques, la justice, les droits A, les droits de liberté, le droit de faire, et le droit A, les droits socio-économiques. Il faut renoncer à cette opposition entre les deux. Il faut renoncer à l'opposition entre liberté et égalité. Parce que là où la modernité a failli, c'est que vous avez la tradition libérale qui, au nom de la liberté, a sacrifié l'égalité, et la tradition socialiste qui, au nom de l'égalité, a sacrifié la liberté. Si on maintient et on ne fait pas une réflexion profonde sur les implications de cette réconciliation et les ruptures nécessaires à faire
pour que cette conciliation soit crédible, et pas seulement de la parole conjoncturelle, hein, très important, j'ai envie de terminer que le fait que la gauche en Tunisie, je dis en Tunisie, n'a pas été appliquée dans la violence et dans les violations des droits de l'homme comme l'a été l'islam politique, n'enlève rien à cet impératif de critique, d'autocritique et de travail profond à faire, parce que se taire sur ce qui s'est passé dans le Goulag, se taire sur ce qui s'est passé en Chine pendant la révolution culturelle, se taire sur ce qui s'est passé sous Pol Pot, c'est aussi impardonnable que se taire sur ce qui est fait au nom de la théocratie en Iran, et là où l'islam politique a triomphé, qu'on les reconduit, qu'on ait eu les moyens, parce que le problème c'est une question, on n'a pas eu les moyens, et heureusement, on n'a pas eu la chance d'accéder au pouvoir pour pratiquer nos conceptions, parce que je ne suis pas sûr que ça aurait été gai. Voilà, donc il y a des ruptures nécessaires à faire, et pour l'islam politique, avant de parler de conversion à la démocratie, il faut créer le rapport de force au sein de la société en faveur de la démocratie, et le rapport de force qui exige ce genre de rupture aussi du côté de l'islam. Quand on me parle de la démocratie chrétienne, je leur ai dit, la démocratie chrétienne, elle est née après un siècle de combat sans merci contre le christianisme politique. Un combat sans merci contre le christianisme politique, et il a fallu des défaites infligées au christianisme politique pour que, au lendemain de la Deuxième Guerre mondiale, impliqué dans l'épisode nazi de la Deuxième Guerre mondiale, les hiérarchies cléricales honteuses ont renoncé au programme du christianisme politique pour aboutir à ce qu'on appelle Malheureusement, on n'a pas créé ce rapport de force encore dans nos sociétés. Et tant que ce rapport de force n'a pas été créé, et tant que les ruptures nécessaires entre... Il faut renoncer à l'islam politique, il n'y a pas de problème. Il ne peut pas y avoir de démocratie musulmane sans rompre avec l'islam politique, c'est-à-dire sans rompre avec les frères musulmans, sans rompre avec l'idéologisation de l'islam, comme la démocratie chrétienne a rompu avec le christianisme politique. Et j'arrête là. Merci Chérif. Merci. Merci pour cette rétrospective croisée, des rapports un peu ambigus pour le moins, aussi bien de l'islam politique que de la gauche en Tunisie. Croiser aussi la tonalité, vous l'aurez bien perçu, entre la tonalité un peu intellectuelle, celle du chercheur, et la tonalité militante. Bienvenue, dans ce cadre-là en tout cas. Merci. Merci. Alors, je te remercie tout d'abord, Chérif, pour cet éclairage croisé, mais aussi cet éclairage historique très intéressant pour comprendre les relations problématiques entre islam politique, la gauche, et en rapport avec la démocratie. Moi, je commencerai... Bon, je vais parler aussi moins longtemps, puisque mon rôle est essentiellement de taquiner peut-être. Hein? Oui, voilà. Moi, je vais commencer à partir de 2011. Voilà. Bon, 2011 qui pour moi représente un moment crucial. Parce que justement à ce niveau-là, rapport islam politique avec la démocratie, parce que 2011 est justement placé, à mon avis, sous le signe du paradoxe.
Bon, le paradoxe, c'est consiste au fait que les mouvements sociaux, les mouvements politiques qui ont conduit en automne 2010, janvier 2011 aux chutes du régime, avaient des revendications de nature sociale, politique, démocratique. C'est finalement le soulèvement d'un peuple de citoyens. Avec des revendications de citoyens. Mais alors, le couronnement de ce soulèvement tel que cristallisé dans les élections de 2011 a donné raison au mouvement de l'islam politique, à Nahda essentiellement, qui finalement est là au nom de peuples de croyants. Donc finalement, c'est ça, à mon avis, le véritable paradoxe, et du coup relance le débat sur le rapport islam politique, la gauche. Bon, la gauche, paradoxalement, sort peut-être, c'est affaibli, c'est le grand perdant de cette expérience de 2011. La gauche a essayé de se rattraper en s'alliant en 2014. Mais également, c'est une réussite relative, mais qui est en train de s'effriter. On a l'impression que... Bon... voilà. Et puis, pourquoi aussi cette période, vraiment, à mon avis, est très intéressante, de 2011 jusqu'à nos jours, parce que aussi, la confrontation entre les deux projets sociétaux... la gauche, ce qu'elle porte comme projet d'équité, de liberté, de défense de droits. Alors, et là, je ne suis pas tout à fait d'accord avec toi, Chérif, quand tu dis que la gauche a également besoin de faire son autocritique en termes de rapport avec les droits humains, parce que je pense que si c'était le cas, ça aurait pu être le cas pour la gauche des années 60-70. Mais je pense qu'au niveau de la gauche, il y a eu une certaine révolution culturelle à ce niveau-là depuis quelques décennies. Donc il y a quand même une rupture avec cette lecture à la carte des droits humains. Ça a existé dans l'histoire de la gauche, mais je pense que c'est du passé. Maintenant, alors pourquoi je dis ça? Parce que quand les deux projets de société se sont confrontés, essentiellement lors de l'élaboration de la Constitution, quel type de régime politique, quelle garantie des droits humains, la gauche s'est placée, la gauche représentée au sein de l'ANC s'est placée le porte-drapeau de la société civile démocratique ou les associations de défense des droits humains. Donc finalement, ils ont épousé la même vision, les mêmes revendications, et il y a eu quand même cette synergie très intéressante à l'intérieur de l'ANC, à l'extérieur de l'ANC, pour défendre les mêmes valeurs. Et dans cette confrontation qui a eu lieu donc essentiellement à l'occasion du travail de l'ANC, les lignes de démarcation étaient claires entre les deux projets et les défenseurs des deux projets. Et du coup, bien sûr, une confrontation qui a été résolue d'une façon consensuelle. C'est le dialogue national, consensuel, mais on a compris que c'est fragile. Comme tout consensus, comme tout compromis, les compromis sont boiteux, les compromis sont très fragiles et donc réversibles. Et on est là, on suit donc cette fragilité-là. Et du coup, ça me laisse perplexe. Donc cette configuration me laisse perplexe parce qu'il y a beaucoup de postulats. C'est un processus en cours, c'est des dynamiques.
Et du coup, je ne peux avancer que des postulats sur l'avenir de l'islam politique. Bon, je dirais tout d'abord que ce contexte d'ouverture qu'a créé la révolution a permis l'accès justement de Nahda, des islamistes, à une action politique légale, à devenir donc agir dans la légalité, être reconnu en tant que parti, reconnu en tant que aussi acteur politique, et du coup ça a amené à un plus de pragmatisme. De leur côté, il y a eu donc plus de pragmatisme. Ils ont fait des concessions. Ils sont dans une logique de consensus. Je dirais que cela pourrait impliquer également une sorte de révolution culturelle et politique en leur sein, au sein de ces mouvements qui sont appelés par cette nouvelle phase à devenir moins idéologiques, moins radicaux, à rompre avec même leur littérature, également leur implication dans le jeu, le jeu électoral, le jeu démocratique, pourrait également faire monter les oppositions au sein du parti Nahda essentiellement, et cette pluralité de courants pourrait alimenter les antagonismes intergénérationnels, et aussi antagonisme entre les colombes et les faucons, entre leur base et la direction, donc et cela pourrait affecter négativement donc la cohésion de ce mouvement qui incarne en tout cas l'islam politique en Tunisie. Bon, c'est des pistes qui pourraient être sondées, mais en rapport avec la démocratie. Alors là, je suis moins sûre d'une conversion à court terme ou même à moyen terme de l'islam politique à la démocratie, parce que l'authenticité de l'attachement du mouvement Nahda ou de l'islam politique en général quand même laisse vraiment très perplexe, parce que il y a eu on sait qu'il y a eu des épisodes qui attestent de l'instrumentalisation de la démocratie. La démocratie conçue comme étant une technique qu'on utilise par tactique pour rester, comme d'ailleurs l'alliance avec les partis de gauche, voilà, les partis démocrates de gauche, comme ça a été le cas de la Troïka. Donc c'est une instrumentalisation. Bon, j'ai peur donc justement que cette instrumentalisation réhabilite l'islam politique comme acteur donc politique majeur, sans pour autant que cet acteur accepte par conviction et d'une façon authentique les véritables jeux démocratiques. Donc que ça soit une tactique et pas vraiment une conviction philosophique et une véritable conversion. Donc c'est là le souci majeur. Et on en a eu l'occasion d'en discuter. Voilà, donc les ruptures, certes, il y a des ruptures à faire, mais je pense que c'est du côté de l'islam politique qu'il y a une exigence. L'exigence est plus pressante compte tenu de l'histoire vraiment proche, c'est-à-dire cette histoire des 5 dernières années. Merci Jumane pour ces observations qui, à défaut d'être taquine, étaient un peu plus inquiètes, je crois, que Cherif. Ça nous permettra tout à l'heure de lancer le débat. Parmi les choses auxquelles on tient là, dans ce cycle de conférences, c'est aussi qu'il y ait débat avec la salle. Donc je vais vous proposer
un petit quart d'heure, on va dire. Merci, patron. C'est le président de l'association HS, c'est pour ça que je dis ça. Tony Bergen. موضوع الندوه كان مهم وصديقين الصديقه جينا نروح نعزيوها بالغياب وكيف كيف سي شريف مهم نسمعوهم ومهم نقراو كيف كيف في هذا الاتجاه. يظهر لي الاشكاليه اللي طرحت هي اشكاليه قالت لنا عليها صوفي بسيس في كتابها، قالت لنا احنا في دوبل امباس. معناتها الربيع العربي اعطانا معناها مفارقه، اعطانا مأزق ما بين عولمه نيوليبراليه طالبه منا باش نجاوبوا على اسئله وصعود تيار اسلامي سياسي وعرفي في المجتمعات العربيه والمجتمع التونسي بصفه خاصه. ومن جهه الاخرى فما دوبل باس اخر. عادل مزغني يقول ليتا ايت اناشفي، دونك لازم نعاودوا نبنيوه ولا نكملوا نبنيوه او سونس فيبريان او سونس جاكوبان. والديمقراطيه الحديثه البوست موديرن تقول لا، لو ديليتمون دو ليتا يفو كونستروي لو لوكال ونبنيو المواطنه الانثروبولوجيه في الاحياء الى اخره. دونك من جهه نلقاو احنا بالحق كقوى تقدميه ويساريه في مأزق اكبر يظهر لي من مشكله علاقتنا بالاسلاميين. انا القلق اللي عندي ما عندي اجوبه لكن على الاقل نشارك القاعه في القلق هذايا اللي عايش. يظهر لي العطاله اللي عند اليسار مش متعلقه بالاجابه على علاقتهم بالاسلام السياسي، هي عطاله متعلقه بالاجابه على كل الاسئله الواقعيه الجديده. اترك اليوم اليسار التونسي كما في السابق في حقوق الانسان، نذكر بمقال كتبه المرحوم عبد القادر الزغل على المجتمع المدني. اليسار التونسي كان رافض حتى كونسيبت المجتمع المدني وقبله مخ الموفمون التيرموندياليست. اليسار التونسي كان ضد الموفمون التيرموندياليست بنصوص. بوديموس اليسار التونسي اليوم يعتبر بوديموس حركه برجوازيه صغيره تحريفيه. يعني المشكل هو التفاعل مع المعطيات الجديده اللي تجيبها المجتمعات الحديثه والمجتمعات المعاصره. اسكو اليوم المجتمع التونسي قادر يجاوب على اسئله عديده معناها في باراديغم ايبستيمولوجيك جديد، وقتها تو يجي الجواب على الاسلام السياسي مع الاجابات هذه من ناحيه نظريه صح التعبير. اليوم اسكو اليسار باش يعتمد في التغيير نتاعو للواقع المجتمعي نتاع المجتمع نتاعو التونسي على الطبقه العامله ولا على ما يسميه نيجري لا ميلتيتود؟ القوة الاجتماعية الأساسية المعارضة اليوم للنظام الرأسمالي والخيارات الليبرالية هي قوة المعطلين اللي ما تنجمش تتحول بالكونسيبت ماركسيست إلى إن كلاس أون سوا، باسكو هي بيدها ما عندهاش أنكراج في الرابور كابيتال ترافاي. بالعكس ريفونديكاسيون نتاعها هي ألييني بار لو شوماج اي فوا دون لو ترافاي سالاريي لا ليبراسيون. تغير كامل في بنية الوعي نتاع حركة المعطلين. اليوم حركة الشباب، اليوم الحركة البيئية، اليوم لي موفمون سوبالتيرن، اليوم الحركات الاجتماعية المؤقتة تبدا في تطاوين حركة نسائية بعد ما تموت امرأة تحت معناها وهي تنجب في مولود جديد توفى بعد جمعة، تبدا حركة في قرقرة باش تخرج معتصمين 4، تولي كومون دو كيركينا عندها مطالب تنموية متقدمة ياسر في مستوى الوعي السياسي. خلينا من الاشكاليات الاشكال النظام المفقوها مش مفقوها لكن نحكيو السبستونس دي موفمون. لي زاكتور سوسيو في المجتمع التونسي بعاد على اليسار، واليسار ما عندوش قدره تغيير واقع نتاعو في علاقه بالناس هذا. قوه العمل مش قوه العمل معناها لو مون دو ترافاي، عالم العمل مش قوه العمل، عالم العمل في المؤسسه. اليوم المجتمع التونسي اليسار التونسي ما عندوش اجابات على المؤسسه المنتجه والمشغله اللي تعمل في اطار الاقتصاد المهيكل المنظم قدام لافاريات، قدام الرشوه، قدام التهريب، قدام يسميه حمزه هو بحذايا مازلت كي قريت له شويه الاقتصاد الخطي بالقردان والجبل والاقتصاد الغير مهيكل. اليسار التونسي اليوم يعني مازال ما عندوش اجابات على الاحياء الشعبيه. كسروا مقر حزب العمال اللي كان وقت اللي الخوذه نتاع لجان حمايه الثوره في حي التضامن، وقت اللي ركحت ركح المناخ للسلفيين ما عادش فما ثوره واستكمال مهام الثوره، حزب العمال ما يلزموش يكون عنده مقر في حي التضامن، كسروا الاورديناتور. دونك المشكل الاساسي اليوم بالنسبه لليسار ونكمل هو الاجابه على علاقته بليزاكتور سوسيو الجدد في المجتمع. الاجابات النظريه موجوده واليسار التونسي عنده قصور
في تبنيها وتحويلها إلى واقع سياسي وواقع مجتمعي وبرنامج نضالي وسياسي، وقتها تحل مشكلة علاقتنا بالإسلام السياسي من ناحية نظرية وبسيكولوجية. نتفاعل مع الشريف. تحدث اليسار والإسلام السياسي والديمقراطية، لكن حسب رأيي حصر اليسار في اليسار الماركسي واليسار أوسع من هذا، ونظرة تاريخية على اليسار التونسي تحدث صحيح كان مهيمن عليه في الصورة اليسار الماركسي، لكن في الواقع وخاصة يعني في السنوات الأخيرة اللي بن علي ثم بعد الثورة، أعتقد أن عدد من الأحزاب السياسية والتيارات والأشخاص يساريين ويناضلوا من أجل قيم اليسار اللي هي التقدم والحداثة والعدالة الاجتماعية والتنوع والمساواة وغيره، ولكنهم ليسوا ماركسيين. فما هو موقفهم وعلاقتهم بالإسلام السياسي؟ هذا حسب رأيي يليد كان ينجم يكون موجود، نقدر نتقاطع عليه. بالنسبة للديمقراطية، أنا معناها نأكد الكلام اللي قالوا متبنيه، تحب نثبت حاجة. صحيح اليسار الماركسي اليميني كان يعتبر الديمقراطية خدعة برجوازية، والإسلام السياسي يعتبر الديمقراطية بدعة غربية، والزوز على مستوى الخطاب وبحكم التطور السياسي اللي وقع في البلاد والعالمي، خطابهم ولا متبني ما كانوا يعتبرونه بدعة أو خدعة. لكن هذا على مستوى الخطاب. على مستوى الواقع، إذا كان اعتبروا الديمقراطية هي عدد مجموعة من القيم نظمها عدد من الميكانيزمات ويحرسها النظام قوى، هذه الثلاثة عناصر الأساسية في النظام اللي تحافظ على النظام الديمقراطي. فهل إن قيمة كقيمة المساواة مسألة تابعة يعني مسألة بسيطة تنجم تتبدل مع تبدل الأنظمة السياسية، وإلا هي أساس من أسس الديمقراطية لا يمكن المساس به. هنا وين المفروض يقع الحوار اللي بداه 18 أكتوبر واللي الدستور ركز جزء منه، ولكن على مستوى المجتمع، على مستوى القواعد الأطراف السياسية حسب رأيي مازال مش مستوعب. بما فيها داخل اليسار، وبصفة خاصة داخل اليسار الماركسي الليني اللي وقت نقعدوا في القهاوي ونحكيو يحكي على ديكتاتورية البروليتاريا ويحكي على الحقوق البرجوازية ويحكي أنا نفس المنطق بتاع السبعينات، لكن على مستوى الخطاب الرسمي فما سكيزوفريني تامة. وهذاك علاش نحن بحاجة إلى رفع هذا اللبس وتعميق هذا الحوار، وأن اليساريين ننظفوا قدام دارنا قبل تطفي، ولكن كذلك أن احنا نبادروا بهدايا باش يولي تحاججنا ضد الإسلاميين أو غيرهم اللي يرفعوا في الشعار يبدأ أقوى بالنسبة لهم. فهذاك علاش نحن بحاجة إلى مراجعة والتعمق في معنى النظام الديمقراطي المنشود. نحن ندعو إلى دولة ديمقراطية. ماذا نقصد بدولة ديمقراطية؟ يعني أنت كحزب عمال مثلا يجي مسائل نهار اللي تاخذ السلطة عندك الأغلبية في السلطة، كيفاش باش تعمل في اللي على مستوى نظري تعتبره حقوق برجوازية وغيره كما يحكيوا الأولاد، يعني كيفاش رابطة حقوق الإنسان تاريخيا كانت تعتبر منظمة برجوازية وكنا رافضين الدخول فيها والانخراط فيها وكنا نعتبرها منظمة هبطها كارتر. بالطبع مش الكل أكيد. حطيتونا مونوليتيك alors que انا جي انسيستي سامحني كبست عليك عياش لا جو فان تاع بيني لا عندك الحق بالطبع مش الكل. انا عام 84 منخرط في فرع قفصه رابطه حقوق الانسان ومتعاركين معايا اصحابي. انا عام 83 رئيس نادي سينما في القصرين، واصحابي الوطنيين الديمقراطيين وغيرهم كانوا يعتبروني منخرط في النظام الراسمالي العالمي ونسمح في البرجوازيه وغيره، وجماعه نوادي السينما كانوا رافضين الدخول فيها. اذا مش الكل بيان سور مش الكل، لكن التطور هدايا آن الوقت انه ينتشر على مستوى الراي العام والقواعد بالاحزاب السياسيه، لانه خطابها غير معناها منسجم مع هذا. أنا حبيت فقط نأكد على نقطة هذول ونشكرهم. En discutant avec Hichem lors de la pause café, on s'est dit qu'il n'y a pas d'islamistes présents, donc je vais m'improviser un peu avocat des islamistes ici. Alors,
ce qui me, franchement, je vais parler en toute franchise, dans pas mal de conférences ou de séminaires organisés par la gauche ou par des associations pour parler justement d'islam politique, on voit que, dans certaines manières, on a tendance à faire le procès de l'islam politique. Et je veux dire, le plus important, c'est vraiment, je pense, que c'est de comprendre l'islam politique. Évitant de dire que les islamistes improvisent, ou plutôt instrumentalisent la démocratie, ils adhèrent par tactique, etc. C'est ce que malheureusement Ginette lui-même n'est pas là, mais c'est ce que j'ai compris en tout cas de son intervention, et même un peu chez Fajani sur fait un peu ce petit raccourci, et vous me corrigez si je... Et j'aimerais rebondir sur la première remarque qu'a fait Hicham, en reprenant justement la phrase justement de notre ami, et c'est présent, je suis désolé, j'ai oublié le nom, pour parler, voilà, c'est ici exactement, pour parler justement de la démocratie. On ne joue pas le jeu de la démocratie impunément. Et si la gauche est venue à la démocratie par glissement, pourquoi les islamistes ne viendraient pas à la démocratie par glissement? D'une, quoi. De deux, vraiment, je veux dire, de deux. On parle beaucoup de l'islam politique, mais les islamistes en Tunisie, du moins, ont toujours cherché à être inclus, ont toujours négocié ou cherché à négocier une forme d'inclusion dans le système politique tunisien. En 89, on leur a demandé de changer de nom, ils ont changé, de l'Etija al-Islam et al-Nahda, etc. Donc je veux dire, les islamistes n'ont jamais été révolutionnaires. Et j'ai l'impression, donc, du coup, que c'est important réellement de prêter attention à l'évolution de l'islam politique en Tunisie. On passe comme vous l'avez bien démontré, des associations de prédication à un mouvement plutôt politique, etc., qui a peut-être eu des penchants un peu révolutionnaires post-79, après Khomeini, etc., mais qui a vraiment réellement renégocié ou voulu négocier son intégration, pour finir exclu, etc. Et on oublie toujours que cette génération des fondateurs, c'est elle qui a eu le pouvoir. Moi, j'ai eu des discussions avec des islamistes égyptiens depuis 28, ils me disent « Non, mais réellement, vous comprenez, c'était difficile de faire ça, mais je veux dire, de faire des concessions. Mais on est vraiment impressionné par la capacité des gens de Nahda de faire ces concessions-là, de lâcher le pouvoir. Sachant que la génération des fondateurs qui a fondé le mouvement, Ranouchi, etc., elle a connu l'exil, la prison, elle a connu le pouvoir, elle a lâché le pouvoir, et aujourd'hui elle est dans une situation où elle veut transformer le parti. On parle de séparer le religieux du politique, etc. Et je veux dire, c'est pas facile pour eux. Réellement, mettez-vous à leur place. Qu'est-ce qu'il va dire Ranouchi? Allez, on renonce à la charia. C'est ce qu'ils ont fait à travers la Constitution. Bon an, mal an, qu'ils soient convaincus ou pas, c'est la règle. Ils ont accepté la règle, et cette règle-là se joue, et se jouera, et déterminera aussi, elle sera une règle utilisée par certains acteurs contre d'autres dans leur congrès, dans le prochain congrès. C'est ça le jeu de la démocratie, je veux dire. Prenez-les au mot. À la fin, le roi peut-être sera nu, à la fin, hein, ils vont se séparer de toutes leurs idées, ou peut-être ils vont se mettre eux-mêmes hors jeu. Mais on ne peut pas toujours leur demander « il faut abandonner ça, il faut clairement dire ceci, cela », parce que personne ne le fera. Je veux dire, le cardinal de Ré avait un mot qui était très bon, il disait « on ne sort de l'ambiguïté qu'à son détriment ». Et mettez-vous à la place de Ranouchi. S'il dit « on a abandonné la charia, on a abandonné cela », eh ben il ferme sa boutique et rentre chez lui. Non, réellement, je veux dire, il abandonne son fonds de commerce et il rentre chez lui. Alors c'est pas évident, je veux dire. Le problème aujourd'hui, c'est que ces injonctions à Nahda de clarifier sa position sur ça, comme si c'était des trucs doctrinaux. Il faut vraiment penser, l'islam politique, c'est pas l'islam. L'islam politique, c'est l'idéologisation de l'islam. C'est le passage de l'islam en tant que religion à l'islam en tant qu'idéologie. Et avec l'idéologie, on s'arrange. Les arrangements sont toujours possibles. Et comme la gauche s'est arrangée avec l'idéologie, les islamistes vont s'arranger. Je veux dire, qu'ils le veuillent ou pas, en tout cas, s'ils veulent jouer le jeu de la démocratie, ils vont s'arranger. Vraiment, c'est pour être bref. On a parlé de la gauche, on a parlé de l'islam politique, on n'a pas peut-être assez, par manque de temps, parlé de la démocratie, et on n'a pas parlé, je termine par là,
de la troisième force du pays. L'arbitre entre la gauche et les islamistes, ce sont les destouriens. Et tout le monde le dit, même quand on discute avec la gauche ou les islamistes. Dans ce pays, il y a trois forces politiques. Lorsque deux s'allient, c'est la troisième qui en paye le prix. Je veux dire, et ça, il faudrait peut-être... Et là, je m'arrête, c'est bon. Je dis que je conviens qu'il y a plusieurs aspects de la question dont je n'ai pas traité. D'abord, parce que je ne suis pas compétent de tout, je ne connais pas tout. Et deux, même si je voulais, je n'avais pas le temps. Et vous avez vu comment Hichem me harcelait pour me dire « ça suffit, il te reste tant, tant. » Donc j'ai centré sur la problématique, les rapports entre la gauche et l'islam politique. Et si je mets gauche au pluriel, ça fait péjoratif. Ils sont gauches. Les gauches, c'est... Donc, disons la gauche plurielle, diverse, et l'islam politique dans sa diversité. Et j'ai parlé des différents courants qui traversent l'islam politique en parlant de Hizb ut-Tahrir, les salafistes prédicateurs, par prédication, les salafistes par le djihad, les salafistes par l'exemple, les salafistes par le sabre, etc. Et ça existe. Et j'ai dit que cela aussi se reflète au niveau de Nahda. Et je n'ai pas voulu parler de duplicité, j'ai plutôt parlé de diversité au sein et de l'islam politique et de la gauche, comme au sein du mouvement Nahda. Parce que si je vais me mettre à parler de duplicité, je suis au niveau des intentions. Et au niveau des intentions, personne ne le sait. Moi, ce qui m'intéresse, ce n'est pas ce que pensent les gens, ce qu'ils font, ce qu'ils disent publiquement. J'ai toujours accepté de discuter, mais publiquement. Et avec tout le monde. Mais à condition que les débats soient publics, parce que pour moi c'est très important, ce qu'on dit publiquement, le discours qu'on tient publiquement nous tient. Certains, apparemment, ça ne les gêne pas de tenir publiquement des discours différents, mais ça les tient, ça les rattrape, parce qu'on pourra le rappeler dans telle circonstance. Vous avez dit publiquement tel point de vue, et aujourd'hui, publiquement, vous dites la chose, et on veut la justification. Donc, ça, pour moi, c'est très important, et les débats en catimini ne m'intéressent pas beaucoup. Alors, et c'est pour cela que je dis également que la question n'est pas ni d'avoir peur, ni demander des professions de foi. L'évolution de la gauche, comme de l'islam politique, comme de n'importe quel phénomène politique, c'est une question de contrainte. Hier, j'ai discuté avec des amis quand on était au cimetière pour Ahmed Brahim. J'ai dit, qui aurait imaginé il y a 10 ans qu'Abd Fattah Mourou marche dans le cimetière avec des femmes pour l'enterrement d'un homme de gauche. Alors il m'a dit oui, quelqu'un m'a répondu oui, les islamistes, c'est la duplicité. Donc, là, je lui dis peu importe. Pour moi, ce qui m'intéresse, c'est un indice de l'évolution de la société tunisienne. Mais c'est très important. Il n'était pas le seul. Il n'était pas le seul. Il y avait d'autres qui étaient présents. Et pour moi, ce n'est pas que lui, il est sincèrement évolué ou pas. C'est l'évolution de la société tunisienne qui a imposé à la gauche de tenir des discours démocratiques et à l'islam politique d'adopter des positions. C'est ça qui est le plus important. Et c'est pour cela que je reviens. Alors, mon ami Nabil Azouz dit, c'est quoi islamisme? Je connais qu'une seule chose. Il se trouve que, effectivement, le problème n'est pas les mots. L'intégrisme, le fondamentalisme, l'islamisme. Moi, j'ai retrouvé ce concept de islam politique correspond à une réalité. C'est Hamza, je crois, qui a parlé de l'idéologisation de la religion. Ce phénomène a concerné toutes les religions en réaction à la modernité et essentiellement en réaction à l'invention démocratique. Le pouvoir politique a une autre légitimité que celle qu'il tirait auparavant des religions. Et donc, c'était un traumatisme. C'est-à-dire, le politique n'a plus besoin
Alors qu'on a idéologisé les religions pour opposer aux idéologies modernes des idéologies religieuses qui fonctionnent de la même façon. Qui fonctionnent de la même façon, totalitaire, globale, intégrant tout. Donc, ce phénomène-là, dans l'histoire, s'appelait en France le christianisme politique. Je l'ai trouvé chez François Mauriac dans un article écrit en 1945 dans Le Figaro où il disait la laïcité dont tu parles, mais personne n'est contre. Depuis la fin du christianisme politique, tout le monde est pour la laïcité. Et cette question de la laïcité et de la démocratie, il y avait deux attitudes à l'avènement de la Troisième République. Il y avait les héritiers du jacobinisme qui voulaient revenir, rééditer l'expérience de Robespierre. Et qui disaient, pas de liberté aux ennemis de la liberté, l'Église est l'ennemi de la liberté, il faut éradiquer l'Église, il faut chasser les congrégations. Et ceux qui tenaient ce discours-là, c'est ce qu'on appelle, on les appelle les AOC. Vous connaissez AOC, appellation d'origine contrôlée. Et en fait, c'est les athées d'origine catholique. Ernest Renan, Émile Combes, qui avaient cette position éradicatrice. Et en face, il y avait ceux qui disaient, occupons-nous du lien social, oui, nous aussi, occupons-nous du lien social, créons un nouveau type de lien social, à travers la culture, à travers les services publics, à travers de nouvelles solidarités qui arrachent les individus, les citoyens aux solidarités mécaniques de proximité, de confession, de village, de terroir, de famille, et qui les émancipent à travers cela vers les solidarités organiques. Le grand théoricien était Durkheim, de la Troisième République pour ce lien social. Et Jaurès, oui, Jaurès, il a rejoint. Jaurès, Ferry, Aristide Briand, Ferdinand Buisson étaient tous sur cette position-là, contre la position éradicatrice d'Émile Combes et d'Ernest Renan. Donc, et effectivement, c'est ce qui est. Et le pari, faisons notre travail, créons un nouveau type de lien social, et les hiérarchies cléricales suivront ou ils seront balayés par l'histoire. Et bon, bien sûr, il y a eu ça, il y a eu la régression avec le régime de Vichy, et les compromissions avec le régime de Vichy de la hiérarchie cléricale. J'ai des ouvrages, mais vraiment faramineux, à côté de ce qu'écrivent Rachid Ghannouchi ou Saïd Qutb ou Hassan el-Banna et les autres. C'est du pipi de chat à côté de ce qui a été écrit par les théoriciens du christianisme politique, donc à cette période-là. C'est une copie pâle. C'est une copie pâle de ce qu'ils disent. J'ai fait un travail là-dessus. Malheureusement, je ne peux pas y revenir maintenant. Donc c'est ça qui est le plus important. Créons un nouveau type de lien social. Oui, dans les discussions du 18 octobre, la question sociale est absente. La question économique est absente. Pourquoi ? Donc, c'est très important de rappeler cela. C'est créons un nouveau type de lien social, et c'est ce qui va créer un rapport de force qui va faire évoluer tout le monde. Tout le monde sera obligé par ce rapport. Je m'en fous des intentions des uns et des autres. Je m'en fous des professions des fois. Qu'est-ce qui, dans la société aujourd'hui, permet des évolutions sans retour? C'est-à-dire des évolutions certaines. Eh bien, aujourd'hui, on n'a pas créé ni ce lien social de type nouveau, ni ce rapport de force en faveur de la culture démocratique. Et évidemment, je suis d'accord, c'est quelqu'un qui avait défini la démocratie par trois, des valeurs, des mécanismes et un rapport de force. Il faut tenir compte de ces trois. Effectivement, dans la démocratie, il faut tenir compte de ces trois. De ces Ayesh. Donc, voilà. Donc, voilà ce que évidemment, il y a beaucoup de questions qui ont été évoquées. Bien sûr que je l'ai dit,
Mais je l'ai dit rapidement, mais pour certains, ça leur reste au travers de la gorge qu'on compare l'islam politique et la gauche sur la question de la démocratie. J'ai dit qu'on n'a pas été impliqué dans les pratiques antidémocratiques comme les islamistes, parce qu'on n'a pas pratiqué, on n'a pas accédé au pouvoir. Mais là, et Houssine le rappelle très bien, comment dans les syndicats, quand on a le pouvoir dans un syndicat, on n'est pas démocrate. C'est. En plus. Mais bon, je ne dis pas que c'est automatique. Je ne dis pas que c'est automatique. Mais c'est vrai que c'est ça. Mais il y a des petits pouvoirs. Donc, alors, revenir à la définition de la gauche. Je ne vais pas faire comme Deleuze. La gauche, c'est réfléchir le monde, puis son pays, puis sa famille, puis soi-même. Et la droite, c'est l'inverse. Bon, c'est vrai que ça, on a besoin de rediscuter tout cela. Tout cela est à discuter aujourd'hui. Mais pour moi, la question importante aujourd'hui, c'est comment intégrer la question de la liberté sans renoncer à la question de la justice.